Gabon, il est 7 heures. Le journal. François Zeki, bonjour. Bonjour Ismaïl. Les titres du journal de 7 heures. Tombé au champ d'honneur pour la paix le 18 janvier à 17 km de Bangassou, ville située dans le sud de la République centrafricaine, Maître-Major Frank Donald Mbundo Musunda reçoit les hommages de la République gabonaise au camp Yaïssa. La cérémonie a été rehaussée et présidée par le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda. L'Union nationale tient un conseil national ce samedi 6 février 2021 à Libreville. La rencontre est qualifiée d'illégale par Paul-Marie Ngunju, candidat déclaré pour se succéder à Zachary Miboto à la présidence de ce parti politique de l'opposition qui s'apprête à organiser son congrès en mars prochain. Affaire Kevazingoguet, Pierre Claver Maringa Moussavou blanchi par la justice gabonaise. Le rendu du tribunal a fait l'objet d'un éclairage avec les journalistes vendredi lors d'une conférence de presse au siège du PSD, le Parti social-démocrate ici à Libreville, la capitale. Enfin, Jean-Daniel Ndongzé, ancien Azingo national, se lance dans la création des terrains de football, nous dira dans ce journal Chivarol Mekoulou en page de sport. Dans l'instant, les développements de tous ces titres. Frank Donald Mbundo Musunda, maître-major du contingent gabonais de la MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité en la République centrafricaine, a reçu les hommages de la République hier vendredi au Karaïssa. La cérémonie a été présidée par Madame le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda. Rappelons que le premier régiment parachutiste Donald Frank Mbundo Musunda est tombé au champ d'honneur le lundi 18 janvier 2021 à 17 km de la ville de Bangassou, située dans le sud de la République centrafricaine. Le récit de cet événement avec vous, Issa Stimefan. L'ensemble de la communauté militaire composant les forces de défense et de sécurité se sont recueillis pour la mémoire de leurs frères d'armes et ont rendu un dernier hommage au premier maître-major Mbundo Musunda pour les services rendus à la liberté et la paix. En cette occasion d'honneur funèbre, il a été élevé à titre posthume, une cérémonie ayant commencé après le passage en revue des troupes par le Premier ministre Rose Christian Osuka en compagnie du ministre de la Défense. Des honneurs articulés en 4 phases, l'arrivée et l'exposition de la dépouille, suivi de la remise des médailles de reconnaissance, notamment le galon de premier maître et la médaille de l'ordre national, et élevé au grade de chevalier par le gouverneur de la province de l'Estuaire, représentant le chancelier empêché. Maître-major Mbundo Musunda Frank Donald, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décore de la médaille de reconnaissance des forces armées à titre posthume. Maître-major Mbundo Musunda Frank Donald, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes de grade du galon de premier maître. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons ce jour chevalier de l'ordre national du mérite gabonais. L'oraison funèbre a été dit par le directeur des opérations de la Marine nationale, le capitaine de corvette Igwe Abdoulaye Frank, corps du regretté disparu. Selon le général d'armée Pierre de Villiers, les militaires vivent chaque jour avec la préoccupation de la mort. Celle que l'on peut donner si nécessaire et celle que l'on reçoit non par accident mais par engagement. Attiré par le métier des armes, le jeune Mbundo Musunda Frank Donald intègre la Marine nationale le 1er août 2014 en qualité d'élève sous-officier d'active. Durant sa carrière, il accède au grade 2, maître le 1er janvier 2016, maître-major le 1er juillet 2019, premier maître ce 5 février à titre posthume. Recouvert du drapeau national, les honneurs militaires et civils lui ont été attribués à ce valeureux et digne fils du Gabon par un discours circonstanciel du Premier ministre au nom du président de la République.
Rose Christiane Osuka, Premier ministre, chef du gouvernement. À vous, Premier Maître-Major Bondou Musunda, je voudrais maintenant m'adresser très humblement à vous. Vous aviez exercé le choix libre, le choix noble de consacrer votre existence, toute votre existence, à une cause plus grande que vous, avec la conscience que votre destin ne vous appartiendra plus tout à fait. Vous n'avez pas hésité et vous n'avez pas reculé. L'amour de la patrie et votre inclination à servir la République était plus fort que tout. Vous avez fait vôtre les vertus militaires de détermination, de discipline, de fidélité, de courage et d'honneur. Votre famille et vos amis vous pleurent. Vos frères d'armes ne vous oublieront jamais, ayant le regard droit pour vous rendre honneur et l'honneur qui vous est dû. Après la cérémonie de reconnaissance des Nations Unies le 26 janvier à Bangui, un dernier hommage lui a été dédié par la nation à titre posthume. Adieu soldat, ton courage a été récompensé. Adieu, soldat Frank Donald Mbundo Musunda, maître-major du contingent gabonais de la MINUSCA, décédé le 18 janvier dernier à Bangui, en République centrafricaine. Le diplomate cubain reçu hier matin à la primature par la patronne de l'administration gabonaise au centre des échanges, la coopération entre le Gabon et la nation des Caraïbes. Rappelons que les deux pays entretiennent une relation dynamique dans plusieurs secteurs tels que la santé. Le chef de l'État effectuait du 6 au 10 juillet 2017 une visite officielle à la Havane, au cours de laquelle un accord de coopération voyait le jour. Ray Moussavou de Santa Fe. Les discussions nouées entre Rose Christiane Osuka, Raponda, la chef du gouvernement, et le diplomate cubain accrédité en République gabonaise permettent d'ouvrir de nouvelles voies de coopération dans plusieurs secteurs. Lusif Saden Tassé, ambassadeur de la République de Cuba. On a évoqué le secteur de coopération que depuis très longtemps, dans les domaines de la santé publique, on essaye de développer quelque chose dans les domaines du tourisme, dans les domaines de l'agriculture. On a évoqué aussi les accords qu'on est en train d'avancer pour la signature de quelques accords, et, par exemple au secteur sportif, dans les domaines de la justice. Cette rencontre des deux personnalités aura été l'occasion de passer en revue les questions bilatérales et internationales. Les résultats de cette relation, c'est vraiment positif. Et avec ça, on donne réponse à les expectatives de votre chef d'État et de ce qu'il nous a demandé pendant sa dernière visite à Cuba en juillet 2017. Et depuis lors, on a commencé à donner des petits pas pour arriver finalement au bout d'une coopération vraiment fructueuse entre les deux pays. On a aussi traité des aspects de la situation interne à Cuba à propos de la Covid. Et au plan international, les problèmes de l'affectation de blocus à cause de la politique nord-américaine envers Cuba, les dernières décisions de l'ancien président nord-américain d'inclure à Cuba dans la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, c'est quelque chose injustifié et irréel, parce que ce n'est pas la politique de Cuba, ce n'est pas l'exemple que Cuba a donné au monde, mais c'est un problème de politiser la relation entre deux pays. Les relations entre Libreville et la Havane ont été établies le 26 mars 1974. Depuis lors, les deux pays ont développé des liens positifs et ont confirmé l'existence de vastes potentialités à exploiter dans un intérêt mutuel. Et c'est ce samedi 6 février 2021 qu'a lieu le deuxième tour de l'élection des sénateurs à Malinga et puis à Bitam, deux sièges à pourvoir et qui vont mettre aux prises Banaka Ngunda du PDG et Pierre Ngosanga du Parti des démocrates, deux candidats qui auraient reçu un soutien inconditionnel de leurs différents camps politiques la veille de la fin de la campagne électorale dans le chef-lieu du département de la Loti Bibaka, qui de Pierre Ngosanga et de Banaka Ngunda sera élu sénateur de Malinga. La réponse à 19h30 lors de notre principale édition d'information du soir. Habitant par contre, Emmanuel Ondo Metogo du PDG pourrait remporter le scrutin sans coup férir, son challenger de démocratie nouvelle ayant jeté l'éponge. Pierre Claver Wanga Moussavou était face à la presse hier vendredi au siège de sa formation politique ici à Libreville. Le président du Parti social-démocrate s'est exprimé sur l'affaire du Keva Zingo qui avait valu son éviction du poste de vice-président de la République. La sortie
sortie médiatique de Pierre Claver Mahanga Moussavou au lendemain d'une décision de justice le blanchissant définitivement de ce dossier. Arnaud Ondoye Gozogo était présent pour le compte des radios Gabon. La conférence de presse du président du Parti social-démocrate a été animée au lendemain de la décision de justice donnant raison à Pierre Claver Mahanga Moussavou dans le dossier en diffamation qu'il opposait au journaliste Steve Roméo Makanga. Vous croyez qu'un journaliste peut se permettre dans ce pays, le Gabon, de s'attaquer à un vice-président de la République s'il n'a pas de soutien derrière? Si vous n'avez aucun soutien, vous vous levez un matin, vous écrivez, ce qui vous sort de la tête, c'est parce que vous êtes assuré que vous avez des sources et que ces gens-là peuvent vous protéger. Et d'ailleurs, vous avez vu que Makanga, au départ, était très fiero, tant que Bla était encore dans sa toute puissance. Mais une fois que la machine a éclaté en vol, tout était foutu. En juin 2009, Pierre Claver Mahanga Moussavou avait porté plainte en citation directe contre le journaliste de Congo Sun News, le site en ligne qui avait écrit contre lui, mais la procédure d'urgence n'a abouti que plus d'un an après. Makanga a été condamné à payer 1 million d'amende au tribunal et 10 millions de dommages et intérêts. Vous savez, j'aurais pu trouver ça insuffisant et complaisant par rapport à l'acte posé. Mais en même temps, nous lui sommes reconnaissants parce qu'il nous a dévoilé ses sources. C'est ce qui vient atténuer notre amertume face à un verdict que nous trouvons complaisant. Je ne vous conseille pas d'être à ma place lorsque vous subirez cela, même dans nos villages. Depuis que l'affaire avait éclaté, le président du Parti social-démocrate n'avait plus mis pied au siège de son parti. Se sentant blanchi par la justice, il y a marqué son grand retour ce vendredi à travers cette conférence de presse. Un conseil national de l'Union nationale se tient ce samedi 6 février 2021 à Libreville. La rencontre est qualifiée d'illégale et non conforme au texte et statuts de ce parti politique de l'opposition par Paul-Marie Ngonjo. Nous l'écoutons au micro d'Arnaud et Gozogo. Les textes du parti sont clairs. Seul le président est habilité à convoquer le bureau national. Et en l'absence du président, sur habilitation express, un vice-président peut diriger le bureau national. Donc, en l'espèce, les personnes qui ont convoqué ce bureau national se sont appuyées sur l'article 15, alinéa 11 et 12 du parti, qui parle de l'empêchement définitif. C'est à croire que pour eux, le président Miboto n'existe plus ou que le président Miboto ne serait plus de ce monde. Lorsqu'on parle d'empêchement définitif, il faut d'abord le constater. En l'espèce, ce sont les personnes qui auraient pu se rapprocher du président Miboto parce qu'il faut savoir que tant que le nouveau président n'est pas élu, même si les mandats sont échus, les autorités restent en place jusqu'à ce que le nouveau président et son équipe soient élus. Donc là, nous constatons qu'effectivement, ils ont purement et simplement écarté le président Zakari Miboto. Je pense que c'est un acte grave qui peut être assimilé à un acte de sédition, voire à un coup d'État. J'espère simplement que nos amis vont se raviser, se rapprocher du président Miboto, qui est le seul habilité à convoquer un bureau national selon les textes du parti. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans des travers. Je pense qu'il y a des personnes qui ont quand même eu des hautes responsabilités dans ce pays et qui ne doivent pas tomber dans ces travers. Ce serait pour moi un acte grave. Paul-Marie Ngonjo qui conteste la tenue ce samedi d'un conseil national convoqué par le bureau national. Paul-Marie Ngonjo est bel et bien candidat déclaré pour succéder à Zakari Miboto à la présidence de ce parti politique de l'opposition qui s'apprête à organiser son congrès en mars prochain. Le comité des sages-femmes sages, le comité des sages-femmes de l'église Buisson Ardent vient de tenir un point de presse à Libreville. La rencontre leur a permis de faire le point sur les mots qui minent cette structure associative. Le point avec Roland Sylvaniandem. En cette période difficile due à la pandémie du Covid-19, les activités du Comité des femmes sages ardentes ont été impactées par cet ennemi du XXIe siècle. Evelyne Olomo, présidente du dit comité. Nous avons quand même eu à faire des petites activités, mais pas de manière approfondie. Et ces activités étaient beaucoup plus sur l'assistance sociale. Et en dehors de cela, juste les exhortations, les sensibilisations, les interpellations des unes des
les autres. Par exemple, quand ils nous abordent sur un sujet particulier, si par exemple une maman a des difficultés dans son foyer, elle peut nous interpeller pour demander conseil. Et nous étions à la disposition de toutes ces mamans-là. Ou alors celles qui ont maille à partir également avec leurs enfants, les enfants difficiles, les temps de prière, les temps d'intercession et de soutien des unes des autres, comme la parole de Dieu le dit, porter les fardeaux les unes des autres. Au regard de l'actualité qui fait la une, celle liée à la dépravation des mœurs en milieu scolaire, ces femmes ardentes ne sont pas restées bouche cousue. Quand nous commençons d'abord dans nos familles respectives, le père donne un règlement intérieur, des directives pour suivre les enfants. Je ne veux pas que les filles s'habillent de telle manière, que les garçons boivent, que vous preniez de la drogue. Pourquoi le père prend toutes ces dispositions? Parce que le père veut le bonheur de ses enfants. Et de l'obéissance de ces instructions du père, derrière cette obéissance-là, c'est la réussite même de l'enfant ou de la famille. Et un enfant qui n'obéit par exemple pas aux instructions de son père ou de sa mère, sachez déjà que c'est un enfant qui se met à l'écart. Il n'a pas été obéissant aux paroles ou bien aux instructions de ses parents. Pour dire quoi? Pour dire que toute bonne société doit être fondée sur l'obéissance. Notons que quelques femmes sages séjournent actuellement hors du Gabon où elles assistent à un séminaire sur invitation d'une ONG entrepreneuriale. Roland Silvedi Andeb de notre rédaction précise bien qu'il s'agit des femmes sages et non des sages femmes de l'église Buisson Ardent réunies autour d'un comité, le comité qui veut détenir un point de presse à Libreville. Le point de presse leur a permis de faire le point sur les activités de cette structure associative depuis l'an 2020. Les petits métiers payent, en tout cas, et nourrissent son bonhomme. Jean Paulin en a fait l'expérience, installé à son propre compte depuis 25 ans. Il a pu se réaliser le constat dans ce reportage de Caroline Assoumou-Mombay. C'est un autodidacte formé en menuiserie. Aujourd'hui, âgé de 48 ans et père de 4 enfants, Jean Paulin a amplifié ses connaissances dans le domaine du bois, secteur d'activité dans lequel il exerce depuis son adolescence. Je suis menuisier. Déjà, j'ai aimé ce métier. Dès mon jeune âge, j'avais quelqu'un qui travaillait, qui faisait déjà ce métier, un vieux papa. Et de temps en temps, après mes études, mes temps perdus, je venais de temps en temps lui donner un coup de main. Et ça m'a intéressé. Alors, je me suis lancé dans ce métier-là. Depuis 1996, j'ai été formé sur le tas. Je ne suis jamais allé à l'école. Parmi ses réalisations, on note des placards, des portes et autres meubles de maison. Ce travail du bois lui a permis de se réaliser. C'est ce métier qui me fait vivre, je peux dire. J'envoie mes enfants à l'école et je me suis marié avec. Bien sûr, j'ai construit avec. J'habite une très belle maison et je suis propriétaire. Je suis véhiculé. Je veux déjà initier mon fils. Mais je veux qu'il fasse plus que moi, puisqu'il y a déjà la structure qui est là. Demain, peut-être quand je serai fatigué ou quand je ne serai plus, il va venir développer cette structure-là mieux que moi. Une relève bien assurée au regard de l'engagement de son fils à continuer l'activité familiale. Je suis élève et j'apprends ce métier car c'est un métier d'avenir. Il m'offrira beaucoup d'opportunités et me permettra de développer la structure de mon père. Pour Jean Paulin, seul le courage et surtout les efforts payent dans un pays où les autorités mettent l'accent sur la valorisation du bois et pour une meilleure relance de l'économie. Un focus sur l'histoire de la création de Libreville, la capitale. Le nom de Libreville, la capitale gabonaise, est baptisé pour la première fois par Boé Wilomez, au village fondé en 1849. Nous suivons ce reportage d'Edgar Kaba. Ce village, Libreville, est créé d'abord afin d'accueillir les esclaves Vili libérés du navire négrier brésilien, nommé l'Elysia, arraisonné au large des côtes de Luango alors que la traîne négrière est formellement interdite depuis 1848. La construction d'un quai est un des éléments catalyseurs de la création de Libreville. Professeur Messi Menant, historien du Gabon au département d'histoire de l'université Omar Bongo de Libreville. Ce qui permettait d'accéder à la zone de Libreville qu'on appelle le plateau. Le plateau qui est à peu près la zone où vous voyez la présidence de la République. Et ça permet d'arriver jusqu'à ce qu'on appelle Montagne Sainte. Voilà. Donc toute cette zone-là, c'était des villages des esclaves. Et
ce quai permettait d'y accéder. Lorsque la traite est abolie et que les Français justement surveillent la côte pour empêcher justement à des négriers d'entreprendre une traite clandestine et que le bateau Elysia qui contenait 200 esclaves est appréhendé, l'administration coloniale va tout faire pour que ces esclaves qui ont été capturés reviennent à Libreville, c'était les Luango, reviennent à Libreville, et que sur cet espace-là du plateau, on puisse constituer des villages où effectivement on avait envisagé l'implantation de cultures d'exportation. Donc vous voyez, il y a toute une histoire qui explique l'origine de Libreville, notre ville capitale, celle qui est la vitrine de notre pays. Dans le golfe de Guinée, 27 hommes de 13 à 24 ans, 23 femmes de 18 à 22 ans et 2 enfants d'1 an sont embarqués à Gorée le 19 mars 1847 dans la Dôme et parviennent fin avril au Gabon. Les Français les font se marier et élire un maire nommé Mounier. Ils sont installés par couple dans les cases du village de Libreville le 17 octobre 1849. Libreville, notre belle cité capitale, prend alors forme. Et la force de la parole, c'est le premier ouvrage, c'est le titre du premier ouvrage de l'écrivain gabonais Serge Brice Ngonjo, publié aux éditions du Panthéon à Paris en septembre 2020. C'est un livre qui montre le pouvoir de la parole, qui démontre le pouvoir de la parole. Allons-y découvrir cet ouvrage dans ce reportage d'Edgar Kaba. Ingénieur financier, par ailleurs inscrit en recherche en mathématiques de l'Université de Lille, en France, aujourd'hui écrivain, il vient de commettre son premier ouvrage. C'est un corpus de 35 pages, intitulé La force de la parole. Il s'agit de Serge Brice Ngonjo qui nous parle de son livre. Dans La force de la parole, il est question, un peu comme dans le discours de la méthode de René Descartes, il est question de passer des réflexions au travers d'une fable. C'est-à-dire que je raconte mon enfance jusqu'à ce que j'ai 18 ans pour aller en France continuer mes études, mais ce n'est pas que du raconter. L'idée, c'est d'avoir une histoire sur laquelle on peut abstraire des concepts, abstraire des réflexions qui sont opératoires chez les lecteurs. L'idée, pour moi, c'était de fournir un maximum de réflexions pour que les lecteurs puissent s'y retrouver, mais surtout pour qu'ils soient rentables pour eux. Le maître d'œuvre nous délivre le message essentiel retranscrit dans cet ensemble de pages destinées à tout lecteur et citoyen de toute catégorie. L'idée de la force de la parole, c'est de faire prendre conscience au lecteur que la parole a une force et qu'il pourrait utiliser cette force à bon escient pour que l'impact derrière soit l'impact attendu, soit l'impact escompté, pour que l'impact derrière soit bénéfique. Et c'est un outil qui est foudroyeur et qui traverse les classes sociales. Selon Serge Brice Ngonjo, les mots que nous employons ont une portée inquantifiable pour avancer indépendamment du rang social, du sexe ou du niveau intellectuel. Il s'inscrit dans le chapitre de René Descartes qui dit « La parole a plus de force pour persuader que l'écriture ». Et suite de l'affaire de la pédophilie à Port-Gentil, les présumés coupables viennent d'être mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil, d'où nous appelle Ludivine Njembi. Après près de 2 semaines placés en garde à vue au commissariat central de police de Port-Gentil, les présumés pédophiles de l'affaire qui défraie la chronique dans la ville ont été présentés devant le procureur de la République qui les a aussitôt mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil. Les faits remontent au 18 janvier dernier lorsque le procureur de la République signalait aux enquêteurs du commissariat central un cas de viol commis sur un mineur nommé Ngondo Capone Prince, âgé de 16 ans, et dont l'auteur serait son père, nommé Capone Edgar, en complicité avec sa concubine Mbouy Eyan, et dont le dernier acte remontait au 13 janvier 2021, au quartier Nchengue, dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. À la lumière des témoignages de la jeune victime, il ressort que ces derniers agissaient en bande organisée avec les présumés Mburu Akendengue Wilfried et Mungara Achille, alias Mourangu. Moi, je dirais qu'on le condamne, c'est tout. Que la loi fasse son travail. La loi gabonaise doit le traduire en justice et puis il doit répondre de ses actes. Le monsieur doit être traduit en justice avec ses collègues et être enfermé même pour des années, même si c'est 40, 50 ans, 60 ans, même mourir là-bas. Parce que son acte n'est pas correct en fait. On ne peut pas violer son fils qu'on a produit soi-même, c'est pas bien. De ce qu'il ressort, la victime, le jeune prince, aurait également abusé sexuellement de son cadet âgé de 11 ans avec la complicité de leur père. Au moment où nous émettons, les présumés violeurs, pédophiles et incestueux méditent sur leur sort à la prison centrale de Port-Gentil. Affaire à suivre. Radio Mandji, Ludivine Njembi pour Radio Gabon, la référence.
Et la page internationale sans transition reste dominée par la première prise de parole du président américain sur l'Afrique, l'élection du premier ministre de transition en Libye, la démission du président du Sénat de la République démocratique du Congo et la libération de prison de la deuxième personnalité du principal parti de l'opposition au Cameroun, Achille Mwanda-Moussoussi. Il s'agit de Mamadou Mota, premier vice-président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'homme sort de prison après avoir purgé une peine de 18 mois pour son implication présumée aux manifestations dénonçant le hold-up électoral de la présidentielle de 2018. Cette libération est saluée par l'opposant Moïse Kamto, leader du MRC, qui réclame également la relaxe d'au moins 136 de ses membres et sympathisants de l'opposition emprisonnés depuis le 22 septembre dernier, jour des marches pacifiques organisées par son parti réclamant le départ du président Paul Biya. En République démocratique du Congo, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, un des fidèles de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a présenté sa démission sous la pression du camp du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ce quelques minutes avant le début d'une séance plénière consacrée à l'examen des pétitions réclamant sa destitution et celle des autres membres de son bureau qui, pour la plupart, avaient déjà remis leur démission. Seul Sami Badibanga, premier vice-président et proche de Félix Tshisekedi, conserve son poste, la pétition qui le visait ayant été rejetée par les élus. Abdul Habib Mohamed Beiba est élu premier ministre de transition de la Libye au cours des travaux du dialogue interlibyen réunis en Suisse sous l'égide des Nations Unies dans la perspective des élections nationales de décembre prochain. Son colistier Mohamed Younes Manfi a été élu président du Conseil présidentiel. Enfin, à la veille du 34e sommet de l'Union africaine, Joe Biden a, dans sa première prise de parole sur l'Afrique, adressé un message vidéo au chef d'État qui participe à cette rencontre. Le nouveau président américain parle beaucoup d'avenir, notamment un futur fait d'échanges commerciaux et d'investissements dans le but d'atteindre la prospérité pour tous. Joe Biden promet non seulement une diplomatie renforcée pour tenter de résoudre les conflits, mais aussi promouvoir les droits de l'homme avant de souligner le défi que représente la santé mondiale avec l'épidémie de Covid-19, les bouleversements climatiques qui, selon Joe Biden, ont causé beaucoup de souffrance. La page des sports pour boucler ce journal, c'est avec vous, Chivarol Menkuinkulu. Bonjour. Bonjour. Après avoir raccroché leurs crampons, plusieurs footballeurs s'intéressent à d'autres activités. C'est le cas de Jean-Daniel Ndonzé, ancien international gabonais, qui s'est reconverti dans la création des terrains de football. Né le 24 novembre 1970 à Lambaréné, Jean-Daniel Ndonzé est un ancien international gabonais. Après être passé par l'AS Sogara et Petrosport, le milieu de terrain d'Azigo s'est reconverti dans la création des terrains de football. C'est après la CAN 2012 que j'ai eu l'idée, n'est-ce pas, de me lancer dans ce métier. Ce métier qui fait partie des parties intégrantes des métiers du sport. Je suis allé voir M. Diarra Karamboko, qui lui est basé au Gabon depuis plusieurs années et qui fait sur les aires de jeu. Ce dernier avait accepté de m'accompagner dans ce nouveau projet. Pour garantir la qualité du jeu des footballeurs, l'installation du gazon nécessite plusieurs étapes. Mettre en place un fond de forme sur lequel j'étale de la terre noire mélangée au sable gros grain. Il faut déjà la tamiser afin d'éviter tout déchet. Tamiser également le sable mélangé et la terre noire et du sable gros grain. Ensuite, étaler sur toute la surface du fond de forme, faire passer un rouleau dessus afin de compacter cette terre-là et ensuite la scarifier et semer. Après semer, il faut repasser le rouleau pour que la graine semée soit en contact avec le sol et enfin arroser très légèrement, sans pression, parce qu'avec la pression, vous voyez très bien que la graine va remonter sur la surface du fond de forme. Jean-Daniel Ndonzé est membre du nouveau bureau de l'Association des footballeurs du Gabon qui a été installé le 12 septembre 2020.
En football, le CHAN 2020 qui se dispute actuellement au Cameroun, le Maroc, tenant du titre, après avoir éliminé justement le pays hôte, le Cameroun, affronte demain 7 février le Mali qui avait éliminé la Guinée en demi-finale au terme d'une séance de tirs au but, 5 tirs contre 4. Et aujourd'hui à Douala, la Guinée et le Cameroun s'affrontent pour la 3e place, encore appelée la petite finale. Enfin, football féminin, les matchs de barrage qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 entre le Cameroun et le Chili, initialement prévu pour ce mois de février, notamment le 18 pour le match aller au Cameroun et le 24 pour le retour en terre chilienne, auront finalement lieu en avril prochain. Les dates précises restent encore à déterminer. Il est 7h et bientôt 30 minutes en Minzanzala. Nous sommes là au cœur de Tchibanga. C'est la fin de ce journal, mais bien avant de nous séparer, le rappel des titres qui l'ont constitué. Tombé au champ d'honneur pour l'appel au 18 janvier à 17 km de Bangassou, ville située dans le sud de la République centrafricaine, Maître-Major Frank Donald Mbundo Musunda reçoit les hommages de la République au camp Aïssa. La cérémonie était rehaussée et présidée par le Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda. L'Union nationale tient un conseil national ce samedi 6 février 2021 à Libreville. La rencontre est qualifiée d'illégale par Paul-Marie Ngonju, candidat déclaré pour succéder à Zachary Miboto à la présidence de ce parti politique de l'opposition qui s'apprête à organiser son congrès en mars prochain. Affaire Kevazingo Gate, Pierre Claver, Laranga Moussavou, blanchi par la justice gabonaise. Le rendu du tribunal a fait l'objet d'un échange avec les journalistes vendredi lors d'une conférence de presse au siège du PSD, Parti social-démocrate, ici à Libreville, la capitale. Enfin, Jean-Daniel Ndonzé, ancien Nazingo national, se lance dans la création des terrains de football. Nous a dit dans ce journal, en page des sports, Chivarol Mekui Nkoulo. Merci François Zengue pour toutes ces informations à la première édition du journal de 7h. Prochaine édition 8h avec Clovis Mabika Manfombi était accompagné de François Zengue, toute la rédaction de Radio Gabon La Référence. Retenez aussi que dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire avec la rédaction de Radio Gabon, l'émission Controverse de ce samedi 6 février 2021 reçoit à partir de 9h Sosten Don Ngonga, secrétaire général du syndicat des écogardes. Le thème aujourd'hui, l'Agence nationale des parcs nationaux peut-elle se passer des écogardes? Vos contributions sont attendues au 11 74 40 53. 011 74 40 53.